Bon, Fabrice, tu travailles sur l'économie du numérique, ou l'économie numérique. Tu as une approche assez particulière de la façon dont on doit penser les droits d'auteur de manière contemporaine. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement ce qui te paraît anachronique dans la vie qui est la nôtre en matière justement de numérique et du droit d'auteur face au développement du numérique? Ben, oui, effectivement, le terme est pas mal anachronique, parce que ce qui me paraît un peu aberrant en fait actuellement, c'est le fait qu'on conçoive toujours le droit d'auteur tel qu'il a bien fonctionné d'ailleurs c'est là encore une dizaine d'années, 20 ans. On conçoit toujours le droit d'auteur par rapport à des modèles économiques qui ont été conçus à l'heure de l'imprimerie, à l'heure de l'analogique. Or maintenant, on est entré dans une ère numérique où on le voit bien avec le web relationnel, on le voit bien avec les communautés de partage. Les choses ont beaucoup évolué. Et le droit d'auteur, en fait, continue à protéger des modèles fondés sur la reproduction, sur des modèles fondés sur la vente à l'unité d'exemplaires, alors même que maintenant, on voit qu'avec des communautés type Facebook, avec le poids de Google dans l'économie numérique, les modèles ont bien changé, en fait. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que le droit d'auteur peut être un frein à l'innovation ? Ça dépend de quel droit d'auteur. Si on parle du droit des auteurs, non, ça ne sera jamais un frein à l'innovation. Il faut respecter, je pense, le droit des auteurs, des compositeurs, leurs prérogatives morales notamment, que ce soit la paternité, la maternité, l'intégrité des œuvres, s'ils le souhaitent, des fois ils ne le souhaitent pas. Mais par contre, si on parle du droit patrimonial, je pense que c'est un vrai frein et que ça ne favorise pas forcément les intérêts des auteurs, justement. C'est là où le terme droit d'auteur est un peu désuet, et un peu trompeur en fait, pas désuet mais trompeur, au sens où le droit d'auteur, c'est un droit patrimonial, un droit économique qui protège essentiellement les gros acteurs, les majors, les gros intermédiaires, beaucoup plus finalement que les auteurs eux-mêmes. Et donc, dans ce sens-là, oui, ça peut être un frein à l'innovation, oui, ça peut donner lieu à des stratégies de préemption de la part de ces acteurs qui peuvent refuser de nouveaux modèles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils ne connaissent pas ces nouveaux métiers, que sont les métiers liés au Web 2.0, au Web relationnel, qui sont des métiers sur lesquels ils n'ont plus la mainmise sur la relation, sur la distribution du contenu. Et à partir de là, c'est normal qu'ils résistent en même temps. Et ils essayent comme on dit, nous autres, les économistes, on dit, ils essayent de préserver leur rente de situation. Mais en fait, les sociétés d'auteurs disent que finalement, les droits d'auteur défendent les auteurs et les petits, et que le copyright est fait pour les très grandes structures. Donc, c'est pas ton point de vue, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Distinguer le droit d'auteur et le copyright. Parce que les sociétés d'auteurs le font pour justifier le fait que, justement... Oui, il y a des modes de mise en œuvre du droit d'auteur. Attention, il y a le droit d'auteur, il faut distinguer deux choses. Il y a le droit d'auteur en matière économique, j'entends. Il y a le droit d'auteur comme forme comme arme stratégique, comme arme économique pour défendre des grands catalogues de droits et préempter des marchés. Par exemple, je ne vais pas entrer dans le débat de la net neutrality, mais actuellement tous les accords quand vous voyez Orange ou Canal+, qui négocient des exclusivités et qui amènent cette exclusivité de diffusion de plus en plus en aval sur les plateformes, non plus sur les chaînes de télévision, mais les plateformes de diffusion elles-mêmes. Quand vous voyez la guerre qui se prépare actuellement, qui est déjà engagée en fait entre Orange et Vivendi, en fait, Canal+, ça c'est une chose. Et on voit bien que le droit d'auteur ici, c'est des catalogues de droits d'auteur qui sont derrière. On négocie des droits exclusifs de manière générale. On voit bien ces choses-là. Maintenant, quand on parle de droit d'auteur comme forme de rémunération de la création et des auteurs, qui sont gérés par les sociétés de gestion collective, qui fonctionnent plus ou moins bien, qui ont plus ou moins de problèmes, elles-mêmes d'ailleurs ont des dysfonctionnements importants, mais quand on parle de ça, effectivement, je fais bien la distinction, parce que là, on parle de droit des auteurs, de droit à la rémunération des auteurs, et on parle bien de sociétés de gestion collective qui agissent en amont sur des relations interprofessionnelles, entre professionnels, entre des gros producteurs ou des petits producteurs et des diffuseurs, mais pas forcément qui agissent sur le marché du grand public, sur le marché des utilisateurs. Ça, il faut vraiment clairement distinguer les deux. Quels sont les principaux freins que tu vois, par exemple, à un développement d'Internet plus cohérent ? Actuellement, oui. Les plus gros freins, c'est d'abord cette loi Hadopi, donc s'attaquer aux internautes,
Donc ceux qui font aussi vivre, les auteurs créent, mais ceux qui font vivre, enfin, les utilisateurs, et les auteurs sont aussi utilisateurs, font vivre la culture. Donc s'attaquer aux utilisateurs eux-mêmes, effectivement, c'est d'un point de vue, c'est gênant que des gens téléchargent, partagent des contenus sans qu'il y ait une rémunération à un moment donné. Mais est-ce que c'est à eux, est-ce qu'il faut s'en prendre forcément à eux directement par les réponses graduées, tout ce qui, ça c'est un point. Et puis le deuxième point qui me semble aussi problématique, c'est ce que je viens de citer, c'est tous les débats autour de la net neutrality actuellement, c'est-à-dire de se servir des contenus, voilà, précisément, c'est se servir des contenus comme forme de différenciation entre plateformes. Je vais me différencier d'autres plateformes en ayant des droits exclusifs de diffusion des œuvres. Le dernier album de Madonna, je vais être le seul à les diffuser pour pouvoir concurrencer mon adversaire. Ça, c'est un peu vieux et un peu désuet, un peu obsolète, parce que ça rappelle plein de vieilles histoires, notamment entre CanalSat et TPS. CanalSat a gagné, c'est bien. Mais c'est des vieux modèles économiques, ça. C'est la vieille économie, ça. La nouvelle économie, ça serait de se diffuser, ça serait de se différencier, sur de l'innovation de service. De dire, on a tous les mêmes contenus, ok, mais maintenant, moi, je vais offrir du web relationnel, je vais offrir un service communicationnel parce que je suis opérateur réseau, moi Orange, moi Vivendi, et je suis opérateur réseau, donc je vais différencier mon offre non pas sur des contenus, mais je vais essayer de favoriser la diffusion de ces contenus. Mais par contre, je vais faire payer les gens ou leur faire accepter de la publicité en leur proposant des services qui leur apportent vraiment quelque chose. Des services communicationnels, du web relationnel. Est-ce que tu aurais un exemple à donner de justement de services intéressants à forte plus-value culturelle Oui. Il y a plusieurs exemples, je n'ai plus les noms en tête exactement, mais par exemple, tout ce qui est mis en ligne des archives cinématographiques. J'avais cité ça dans les cahiers du cinéma il n'y a pas longtemps. Il y a une expérience actuellement qui est mise en ligne, qui est complètement libre d'accès. Et ça, c'est financé, c'est du financement public. C'est une façon de faire. C'est-à-dire les archives cinématographiques, après tout, elles doivent être diffusées librement. Après, quant à leur réutilisation commerciale, bien ça, il faudrait peut-être il faudrait peut-être mettre en place des systèmes de gestion collective qui permettent de rémunérer, de financer la culture contemporaine, les auteurs contemporains. C'est la vieille idée, le vieil espoir de Victor Hugo. Il disait j'espère qu'un jour mes œuvres, quand je serai bien mort et bien enterré, mes œuvres elles servent à financer les jeunes auteurs, ceux qui vivent, les vivants. Et ça, c'est un vieux projet. Il y a d'autres expériences aussi. Par exemple, ce que fait Google, c'est intéressant. Même si c'est un modèle publicitaire, même si c'est un modèle fragilisé, parce que ça dépend beaucoup de la publicité, c'est quand même l'idée de dire aux auteurs, aux producteurs, gérez vos œuvres, gérez vos œuvres, mais laissez-les quand même en libre accès. Essayez quand même de les diffuser, même si c'est dans des formats dégradés, mais essayez quand même. Donnez accès à vos œuvres, et après, vous pouvez faire payer des qualités meilleures de diffusion, mais des formats meilleurs. Mais ça, c'est intéressant aussi de se dire, finalement, on différencie, on laisse quand même toujours une qualité minimale, mais on laisse les œuvres circuler, en fait. C'est ça qui est intéressant.